vous avez besoin d'exister. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, si vous ne savez pas prendre la parole en public et toucher émotionnellement le public auquel vous vous adressez, vous n'existerez pas. Vous serez transparent. Dans les réunions, on passera la parole aux uns et aux autres, on vous écoutera à moitié, puis on passera la parole à quelqu'un d'autre qui aura plus de présence que vous. Donc vous avez besoin d'exister. Pour être vu, vous avez besoin d'avoir une marque personnelle, et lorsqu'on parle bien, et surtout lorsqu'on touche les gens parce que on est authentique. C'est du show, la parole en public, c'est du show business, mais du show business authentique. J'insiste sur ce point-là. Bonjour et bienvenue dans Self Upgrade. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, Monsieur Gilles Aconi, qui va nous parler de la prise de parole en public. Un sujet qui fait peur à beaucoup d'entre nous. Moi, personnellement, j'y travaille, mais je sais que je suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, ne vont pas, ne développent pas certains aspects de leur vie ou stagnent dans leur vie parce que, tout simplement, elles ont peur d'affronter, en fait, la prise de parole en public. Alors, aujourd'hui, avec Gilles, qui est expert dans cette matière-là, on va essayer, en fait, d'avoir quelques astuces qui peuvent nous aider à affronter cette peur, justement, à être un peu plus confortable lorsqu'on prend la parole en public. Donc, déjà, on va accueillir Gilles sur Self Upgrade. Bonjour Gilles, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Aïda, je vais très bien, merci, et toi? Ça va très bien. Tout d'abord, Gilles, je sais que t'es quelqu'un de très occupé. T'as beaucoup de choses à faire, mais avec ça, t'as su nous accorder ce moment de partage aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci. Merci à toi de m'inviter. C'est toujours un honneur d'être sur une plateforme pour parler des choses qui vous passionnent. On en parlait juste avant de commencer en fait l'entretien. On en parlait, comme je te disais, moi personnellement, la prise de parole, c'est pas quelque chose qui me vient, enfin en public, hein, c'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Et je sais que tu as une formation, donc tu as plusieurs années en fait d'expertise dans cette matière-là. Donc, est-ce que déjà tu peux nous parler de toi, qui tu es, et aussi de ton parcours en fait dans le monde du business, et aussi de ton expertise dans la prise de parole en public? Avec grand plaisir, je vais essayer de faire court pour ne pas ennuyer mon public, parce que l'une des choses dans la prise de parole en public, c'est de ne pas parler trop longtemps. Je suis Gilles Amadou Aconi, né d'une femme sénégalaise, la première femme en politique en Afrique. Elle a été dans les années 50 conseillère municipale sur l'île de Gorée. Et d'un monsieur qui a commencé ses études tard, mais qui a toujours été le premier, sans second, qui s'appelle Togoun Servé Aconi. Mes parents nous regardent de là-haut, de l'au-delà. Aujourd'hui, je suis l'avant-dernier d'une famille de 6 enfants. Et j'ai fait une carrière professionnelle diversifiée. D'abord, j'ai commencé par étudier dans différents pays, puisque nous avons vécu aux États-Unis. Je vais faire court, mais nous avons vécu sur quasiment tous les continents, sauf en Asie longtemps. Mais j'ai vécu personnellement aussi sur tous les continents. Après des études assez longues, j'ai travaillé dans le monde corporatif, et notamment dans une société qui a pour label d'être la société qui forme le mieux les commerciaux du monde. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne la connaîtraient même pas. Cette société s'appelle Xerox. J'ai passé 15 ans chez Xerox, et très tôt, j'ai eu des postes de direction. À 33 ans, j'étais directeur général de la filiale la plus grande en Afrique, Xerox Égypte. J'avais une manufacture avec 300 personnes et 1000 personnes dans la société en tout. Avant cela, j'étais chef de vente chez Xerox aux États-Unis. J'étais le seul étranger pour 500 chefs de vente, et j'ai eu la chance pendant 7 mois d'être le numéro 1 des chefs de vente aux États-Unis. Ça, c'était en 93. 94, je prends mon poste en Égypte, et sur un marché qui fait une croissance de 2 à 3% par an, nous faisons des croissances de 10% en termes de revenus, de chiffre d'affaires, et de 20% en termes de profit. Et ça, c'est grâce au capital humain que j'avais.
Mais c'est grâce aussi au fait que j'ai bougé le capital humain, j'ai pris tous mes hauts potentiels et je leur ai dit de faire la stratégie de l'entreprise pour les 10 années à venir. Et certains d'entre eux ont été promus et sont partis faire de très belles carrières, notamment l'un d'entre eux est devenu le directeur des ressources humaines de Vodafone pour toute la sous-région. Et puis après cela, je suis devenu directeur du marketing de Xerox en Allemagne, qui était l'une des 3 plus grandes filiales de Xerox en Europe, avant de prendre le poste de directeur non exécutif du marketing de Xerox Europe, Moyen-Orient et Afrique. Voilà pour ma carrière chez Xerox pendant 15 ans. Et pendant ces 15 ans, j'ai été formé 15 jours par an. Ça n'est pas quelque chose d'anodin. Parce que ces 15 jours de formation m'ont permis d'apprendre toutes les ficelles de la vente, du marketing, de la production de produits nouveaux, donc la fabrication de produits, mais aussi du positionnement marketing de produits. Et puis aussi, j'ai appris à parler en public, naturellement, puisque lorsqu'on est formé à la vente, on apprend à parler en public. J'ai appris à dominer les peurs que nous avons quasiment tous de nous adresser à un public. Et enfin, j'ai travaillé dans 2 autres organisations en tant que directeur du marketing et des ventes au niveau mondial. D'abord une société de logiciels informatiques, la 2e société de logiciels informatiques au monde qui s'appelait MySys, qui s'appelle toujours MySys d'ailleurs, et où je me suis occupé du marketing et des ventes et j'ai permis à toute la force de vente d'être reformée ou formée et de faire de la croissance. La société a pris de la valeur boursière, elle était à 1,50 livre au moment où je suis venu. Je ne suis pas le seul à avoir impacté cette société, mais les ventes qui ont cru pendant cette période donnée ont permis à cette société d'avoir une valeur sur le marché plus importante. Donc MySys, et j'ai travaillé chez MySys pendant près de 3 ans, 2 ans et demi, et ensuite je suis allé chez Agreco, le premier fabricant de produits qui permettent d'avoir de l'énergie et de la louer de façon temporaire. Donc des grands générateurs d'énergie, d'électricité et des grandes tours qui permettent de refroidir un building. Et là encore, la société est passée de 300 millions à 500 millions pendant la période où j'étais là. Et restez amis, ceux qui veulent monter leur propre société, restez amis avec votre dernier employeur, c'est important. C'est devenu mon premier client. Et grâce à ce client, j'ai eu des clients à répétition. Donc maintenant, la prise de parole en public, comment ça s'est fait? Chez Xerox, j'ai eu 3 ou 4 formations avec des institutions corporatives très connues où j'ai appris tous les rudiments de la prise de parole en public. Par exemple, et c'est juste un petit tip que je donne à tout le monde, ici, je vais parler pendant X moments et je vais vous regarder dans les yeux et pour vous regarder dans les yeux, je vous regarde ici, dans ce petit microphone, de façon constante et non pas en train de regarder Aïda, parce que là, je ne serai plus connecté avec vous. La connexion visuelle est extrêmement importante. Donc, vous me verrez regarder dans ce microphone et vous aurez l'impression que je vous regarde de façon constante. Donc, je me suis formé chez Xerox 3 ou 4 fois, mais ce sont des formations très corporatives, très standards. Donc, la prise de parole en public, c'est extrêmement important. Et selon le cadre dans lequel vous êtes, vous devez vous ajuster. C'est vous qui devez vous ajuster, non pas le public. Par exemple, là, je vous parle à travers un podcast. Je suis à Dakar. Aïda, tu es où? Je suis en Angleterre. Aïda, tu es où? En Angleterre. Tu es en Angleterre. Et donc, d'accord. Et donc, à travers le média électronique, je vous parle et pour vous regarder, je vous regarde constamment à la caméra, ce qui vous donne l'impression que je vous regarde en permanence. Donc, un petit tips de la prise de parole en public. Donc, moi, j'ai été formé chez Xerox 3 ou 4 fois, peut-être même plus, mais des formations très standards, des formations très corporatives. Comment se porter son cou, positionner son regard, quelle gestuelle faire, etc., etc. Bon, ça, c'est très bien, c'est la mécanique de la prise de parole en public. Là où les gens font la différence, c'est quand ils sont capables de vous toucher émotionnellement. Ceux qui sont capables de vous toucher, de vous mouvoir, du point de vue émotionnel, font toute la différence. Et pour cela, après mes expériences corporatives, j'ai passé énormément de temps avec quelques personnes que vous pouvez aussi suivre et vous pouvez aller vous former auprès d'elles. Mais vous pouvez également vous former auprès de nous, Acosphere. J'en parlerai plus tout à l'heure. Tony Robbins, bien entendu, j'ai même eu la chance de faire un peu de coaching auprès de Tony Robbins. Andy Harrington,
J'ai fait du coaching pour Andy Harrington. Lisa Nichols, j'ai suivi ses cours en ligne et j'ai eu la chance de passer une journée avec Les Brown. Toutes ces personnes-là sont très peu connues dans le monde corporatif, mais du point de vue du storytelling, du point de vue de la connexion humaine entre deux hommes ou deux femmes, ou un homme et une femme, ils sont extraordinaires. Et donc j'ai appris la véritable prise de parole en public en investissant plus de $100,000 et en passant plus de 4 mois à coacher pour ces personnes-là à travers le monde. Voilà, en quelques mots, mon histoire. Wow, Gilles, c'est remarquable. Et les noms que vous avez mentionnés, que tu as mentionnés tout à l'heure, Les Brown, c'est quelqu'un que j'adore. Je l'écoute presque tous les jours. En fait, la motivation et aussi, comme tu l'as dit, le storytelling, parce que lui, en fait, je pense que c'est comme ça qu'il enseigne. Il va pas juste vous dire oui, faites comme si. En fait, il va vous donner des anecdotes, des histoires que vous pouvez retenir en fait. Donc j'aime bien ça. Et Lisa Nicholson aussi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais comme tu as dit, je recommanderais en fait ta formation. Si par exemple vous voulez vraiment vous lancer dans ce domaine-là, je pense que Gilles serait le bon coach pour vous. Merci. Mais bon, bien sûr, comme il a dit, on va en parler un peu plus tard pour vous donner un peu plus de détails. Donc Gilles, en fait, j'aimerais te poser cette question parce que il y a des gens en fait au travail, lorsqu'on les voit, en fait, ils ont cette présence et ils ont aussi cette capacité en fait de s'exprimer d'une manière. On est tous là à les regarder comme ça, genre oh, un jour j'aimerais être comme ça. Donc est-ce que la prise de parole en public c'est quelque chose, c'est un talent ou alors c'est une compétence en fait qu'on peut développer avec le temps? Alors, je vais dire, quelque part, c'est les deux. Mais avant tout, c'est une compétence à développer et qu'on peut développer avec le temps. Je vais vous donner juste un exemple qui va vous parler. Et je vais vous inviter à aller voir Madame Michelle Obama pendant le temps, la période où elle était première dame aux États-Unis, et aller voir ce qu'elle fait aujourd'hui. Lors de la dernière convention démocrate, elle était invitée en superstar, plus superstar encore que son mari. Ok? Et elle a une capacité aujourd'hui à vous toucher du point de vue émotionnel qui est absolument remarquable, unique. Michelle Obama, c'est un bel exemple de prise de parole et c'est un bel exemple de développement de la compétence. Non pas qu'elle n'ait pas eu de talent ou qu'elle n'ait pas été capable au départ, c'était une avocate remarquable. Par contre, c'est son mari qui faisait le devant de la scène et elle avait bien pris ce rôle de première dame, elle était derrière et elle ne parlait pas trop. Elle parlait, mais pas trop. Mais par contre, à partir du moment où les deux sont sortis du cadre de la présidence américaine, elle s'est lâchée, comme on dit, elle a écrit ses livres, et lorsqu'on écrit un livre, c'est quelque chose que tu viens de faire, je ne sais pas si c'est public encore, je ne sais pas si je dévoile les choses. Pas encore. Non, 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 en fait, j'en ai parlé, mais bon, là, je suis en cours de finaliser le livre, donc c'est pas encore publié. D'accord. Mais quand tu auras fait ton livre comme Michelle Obama, il est important d'aller parler sur des radios, sur des télévisions, sur des plateaux de radio, des plateaux de télévision, d'aller parler aux gens, d'aller parler de ce livre parce qu'il va changer le monde quelque part. Et c'est ce qu'elle fait de façon remarquable, que ce soit avec Oprah Winfrey ou d'autres. Mais si vous voulez voir une masterclass de prise de parole en public, allez voir l'intervention de Michelle Obama pendant la convention démocrate de l'année dernière, 2024, au mois d'août. Extraordinaire. Donc, certains ont plus de talent que d'autres. Les Américains, naturellement, ils ont l'habitude, dès qu'ils sont tout petits, de parler « My name is Michael Jackson and I'm the best in the world ». Ils ont 3 ans, ils sont capables de faire ça. Alors que dans la culture française ou francophone, il y a quelque part, on a anéanti un petit peu cette volonté de s'exprimer très tôt, parce que quand on est petit, on ne se parle pas avec les grands, etc., etc. Il y a des critères qui font qu'on limite les gens, et quelque part, psychologiquement, ils sont limités dans leur talent. Et donc, il faut développer cette compétence au fil du temps en se formant auprès des meilleurs. Donc, si par exemple, on n'est pas bon dans la prise de parole, on ne peut pas, enfin, on n'a pas à se dire que voilà, que c'est la fin. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'on peut toujours en fait travailler sur ça
et changer ça, devenir un bon orateur. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui se disait bon, la prise de parole en public, jamais, écoutez ou écoute, ça dépend si. En fait, c'est comme tu l'as dit, moi par exemple, ça me rappelle beaucoup ma personnalité et aussi mon parcours parce que je suis quelqu'un de très réservé. Je parle pas beaucoup dans la vie sociale. Je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup. J'adore écouter. Mais prendre la parole, en fait, ça me vient pas naturellement. Je vais pas être là. Par exemple, si on est dans un cadre social, je vais pas être celle qui va être là à bavarder. Non, non, non. Je vais être celle qui va écouter ou peut-être poser des questions plus tard, mais je vais pas prendre la parole comme ça. Donc c'est comme ça que je suis. Du coup, très tôt en fait, lorsque j'étais à l'université, à l'école en général en fait, je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais pas rester comme ça parce que on a tout le temps des devoirs, des présentations à faire et ensuite dans le monde en fait du business aussi, si on veut être reconnu, si on veut partager ses idées, c'est inévitable. Il faut prendre la parole en public. Donc là, je me suis fait violence dans ce sens. Donc je me suis poussée. Et là, franchement, je pense que la prochaine étape, en fait, comme je te disais, ça va être de prendre ta formation pour vraiment développer ça et me préparer pour mon livre. Donc, si par exemple vous nous regardez aussi et que vous n'avez pas cette confiance en vous, en fait, dites-vous que vous n'êtes pas la seule. Il n'y a pas que vous qui êtes dans cette situation-là. Il y a beaucoup de gens. Et déjà, je trouve que le fait de le reconnaître, de savoir que voilà, si je pouvais prendre la parole en fait d'une manière un peu plus naturelle ou un peu plus éloquente, je sais pas ce qui vous bloque. Hein. Donc si je pouvais faire ça de cette manière-là, je pourrais avancer en fait dans ma carrière ou alors je serais mieux regardée dans ma communauté parce que il faut aussi savoir que la prise de parole en public, nous en fait ici on en parle par rapport au monde professionnel, etc. Mais c'est quelque chose en fait qu'on trouve partout. Que vous soyez dans un petit groupe, dans votre communauté, c'est partout. Donc que ce soit dans un petit groupe, encore une fois, ou alors dans le monde du business, vaut mieux déjà se préparer, savoir en fait comment avoir de l'impact en fait envers votre audience. Donc Gilles, ma prochaine question, c'est par rapport aux obstacles en fait que les gens que tu as formés trouvent. En fait, c'est quoi qui les bloque en gros? Alors, les obstacles, je vais revenir juste, comme tu as parlé de ma formation, elle aura lieu, la prochaine formation aura lieu, notez-le bien, les 6, 7, 8 et 9 mai, dans un site absolument merveilleux, sur l'île de Gorée au Sénégal. Et si, d'aventure, vous ne pouvez pas, pour une raison ou une autre, venir jusqu'au Sénégal, on considérera peut-être votre présence en ligne, en vous connectant en ligne avec un Zoom ou autre chose. Mais n'hésitez pas, allez sur mes sites, allez sur ma page LinkedIn ou ma page Instagram, connectez-vous avec moi et je vous enverrai la promotion exceptionnelle que nous faisons pour ce cours. Nous n'avons jamais fait une promotion aussi importante. Ne le ratez pas, ne ratez pas l'opportunité. Alors, quels sont les obstacles? D'abord, nous avons des croyances. Et la question qu'il faut se poser, c'est d'où viennent nos croyances? Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Hein. Les origines de nos croyances. Il y a une origine de notre croyance qui est, en fait, tout simplement l'environnement. L'environnement d'où on vient. L'environnement, c'est quoi? C'est les parents, c'est l'entourage, et puis c'est la culture du pays dans lequel on est. Ça, c'est l'environnement. Et si on est dans une culture francophone, on va être un peu plus contraint, limité. Même dans la façon de parler, on a tendance à dire « Ah oui, non, mais tu peux pas, mais attention !» et on est conditionné mentalement pour penser de cette façon-là. Si on est dans un environnement américain, on va être dans une culture où moi, j'étais très surpris quand je suis allé enseigner aux États-Unis pendant 2 ans. J'ai passé quelques jours avant la rentrée universitaire et toute l'administration, tous les professeurs, tout le monde disait aux jeunes Américains, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez le faire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on va trouver le moyen de vous permettre de le faire. À l'inverse exact de ce qui s'est passé lorsque je suis rentré en Hippocagne, ma première année universitaire en France,
où les professeurs nous disaient que nous étions tous des tarés et que nous ne pourrions rien faire. Et donc, des cultures totalement différentes. L'environnement, premier point. Premier frein, c'est une croyance. Nos croyances sont liées à ce que nous avons appris à travers l'environnement. La deuxième chose, c'est les institutions. La religion, l'école et le gouvernement des pays dans lesquels vous êtes. Nous avons des amis en Angleterre qui sont d'Ouganda et aujourd'hui, en 2025, lorsqu'ils parlent de politique, ils chuchotent parce qu'ils ont peur que quelqu'un entende et aille dire au gouvernement qu'ils sont contre le gouvernement. Ils ont vécu à l'époque d'Idi Amin Dada et ils sont encore aujourd'hui traumatisés par cette époque-là. Donc, les institutions peuvent nous traumatiser. Troisième point qui nous traumatise, ce sont les médias. Et on passe combien de temps aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Et les médias, bien entendu les journaux, ils sont en train de mourir de leur propre mort, les journaux papier, mais ils deviennent des journaux électroniques. La télévision, Internet, les réseaux sociaux, les films également. À travers les films, on passe pas mal de messages qui ont un impact sur nous et que nous utilisons ensuite positivement ou négativement. Et enfin, les rencontres, tout simplement, les événements de la vie. On fait partie d'une famille qui a divorcé, où les parents ne s'entendaient pas, et ça a un impact sur nous. Tout ceci constitue soit des freins, soit simplement une porte ouverte à la libération de la parole pour l'individu. Voilà donc les obstacles sont généralement liés aux croyances que nous avons, particulièrement donc la famille, l'environnement, les médias et les rencontres que nous faisons. Mais je voudrais juste parler d'un autre point. En France, on parle beaucoup d'éloquence. L'éloquence, et j'ai repris mon cahier pour vous donner la définition, l'éloquence, c'est le don de la parole, la facilité pour bien s'exprimer. Parler avec éloquence, avec verve. Ça, c'est la première définition. La deuxième, c'est l'art de toucher ou de persuader par le discours. L'éloquence politique. Malheureusement, l'éloquence ne vend rien, mesdames et messieurs. L'éloquence ne permet qu'une chose, c'est d'avoir une belle verve, une belle parole, une belle façon de parler, d'intéresser les gens, mais de façon superficielle. Là où vous allez faire la différence, c'est lorsque vous serez capable de toucher les gens émotionnellement. Lorsque votre parole aura une réaction émotive envers le public ou dans le public auquel vous vous adressez. Lorsqu'elle pourra permettre à quelqu'un de débloquer quelque chose. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, j'ai beaucoup dit sur les obstacles et sur la définition aussi de l'éloquence, parce qu'on parle beaucoup d'éloquence en France. Et on se souvient de celui qui va raconter une histoire qui nous aura émus et qui sera connectée à notre histoire propre, mais on ne se souviendra pas de la personne très éloquente qui est un avocat à la Cour suprême française. J'adore ta réponse parce que j'en ai connu des gens comme ça, des gens en fait qui vont lire Marianne, ils vont lire Marianne et souligner tous les mots qu'ils ne comprenaient pas. Bon, il y a pas de mal à ça, mais lorsque vous commencez à parler comme ça avec vos amis et que vous ressortez en fait des expressions, des verbes que vous avez appris dans Marianne, ça peut. Moi personnellement, je trouvais que c'était pas vrai et que c'était un peu c'était bizarre. C'est bizarre. Donc, Oui. je suis d'accord avec toi. L'éloquence, en fait, bien parler, ça peut être bien, mais il n'y a pas que ça. La prise de parole en public, ça se limite pas qu'à ça. Il y a autre chose. Et tout à l'heure aussi, quand tu as parlé de ces traumas, des traumatismes, en fait, dont on peut être victime, en fait, dans notre environnement, sans même s'en rendre compte, ça m'a fait penser à moi parce que je viens de Mayotte. Et à Mayotte, en fait, c'est une île française. Mais en fait, le problème, c'est que avec ça, la France, en fait, on va à l'école, mais on nous apprend pas notre histoire. On va à l'école, on sait même pas comment nos ancêtres ont fait pour arriver dans ces îles. On sait rien en fait. On nous dit rien à l'école. À l'école, on va nous parler de Napoléon, de Louis XIV, tout, l'histoire de la France. Je me dis quand même, au début en fait, en tant que petite fille déjà, je me posais des questions. Je me disais attendez,
c'est bien, toutes ces personnes, les Louis XIV, les Napoléon, c'est bien, mais où sont mes ancêtres, les gens qui me ressemblent? Je vois personne dans ce livre. Du coup, en tant que petite fille, déjà, ça m'avait mis en fait une idée dans mon subconscient. Genre, toi, tu es inférieur par rapport à ces personnes-là. Donc, je pense lorsqu'on grandit avec des idées comme ça peut aussi nous impacter en fait. Lorsqu'on se retrouve dans un milieu public, peut-être on va se dire bon, est-ce que je peux prendre la parole? Est-ce que en fait, donc c'est vrai que ça peut jouer sur notre personnalité et plus tard sur notre capacité de s'exprimer avec confiance en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, J'allais dire et merci. Dire un mot merci, et c'est vrai pour des millions, des milliards de gens, en fait, qui ont un complexe qui est lié au fait de ce que les Noirs américains ont appelé récemment le privilège blanc. Je vais être très clair. Et quand je dis le privilège blanc, c'est pas que des blancs qui ont fait ça, mais l'Occident, notamment les pays européens qui ont colonisé d'autres parties du monde et qui pensent avoir un privilège par rapport au reste du monde, d'abord intellectuel, souvent dans le monde francophone, c'est ce qu'ils disent, mais un privilège parce qu'ils sont plus intelligents, etc. Mais ce ne sont que des concepts qu'ils ont poussés et forcés dans le psychisme d'un certain nombre, une certaine partie de la population. En réalité, il n'y a pas de privilège, il n'y a pas d'hommes plus ou moins intelligents les uns que les autres. Et avec une autre approche du monde et une connaissance véritable de l'histoire de chaque peuple, on réalise qu'on a des grands peuples partout. Et à Mayotte, vous avez sûrement des grands peuples partout. Je ne connais pas suffisamment l'histoire de Mayotte pour en parler, mais je peux parler de l'histoire africaine que je ne connais toujours pas suffisamment, mais que je recherche de plus en plus pour mieux comprendre qui je suis et d'où je viens. Donc le complexe, c'est quelque chose qui nous contraint, et qui nous contraint notamment dans la prise de parole en public. Ben, tu sais, moi personnellement, il a fallu que je parte du monde francophone et que je vienne ici en Angleterre pour vraiment comprendre en fait ce qui se passait en moi. Comprendre que voilà, déjà c'est pas normal le fait qu'on aille à l'école et que j'ai fini l'université, j'ai eu mon master, mais je sais rien sur mon histoire. Du coup là en fait, lorsque je me suis rendu compte que c'était problématique, c'est là en fait que j'ai commencé à faire des recherches moi-même, à apprendre mon histoire. Et là, justement, je me suis rendu compte on a une grande histoire. Donc, notre histoire ne commençait pas lorsque le blanc, l'Européen a débarqué à Mayotte. Donc, je pense que c'est essentiel déjà de savoir s'analyser, en fait, de savoir quelle est la nature de notre blocage. Pourquoi est-ce qu'on a du mal, en fait, à se sentir légitime, en quelque sorte? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire certaines choses? Là, on parle de la prise de parole en public, mais je pense ça tout commence par la connaissance de soi, savoir qui on est, nos forces et nos faiblesses, etc. Donc voilà. C'était juste une petite. D'accord, oui. Comme tu parles d'une conversation qui est super intéressante, je vais juste rebondir sur le fait que nous faisons des Instagram Live, et il y a à peu près 2 semaines, j'ai interviewé un monsieur extrêmement intéressant, Eric Béanzin, et son nom est un nom qui vient du Dahomey, qui est aujourd'hui le Bénin, et puis un peu plus loin que ça. Et il disait justement que pour avoir on parle de confiance en soi, et dans la prise de parole en public, il y a un besoin de confiance en soi. Et pour avoir de la confiance en soi, on ne peut pas réussir à l'avoir tant qu'on n'a pas la connaissance de soi. Il faut savoir vraiment qui nous sommes, d'où nous venons, qui nous voulons être, et non pas qui nous devons être parce qu'on est influencé par un certain nombre de paramètres et de paradigmes intellectuels ou de paramètres ou d'éléments historiques ou scientifiques qu'on nous a imposés. Comme on gaverait une loi, on nous a imposé de penser d'une certaine façon, ce qui n'est pas forcément la façon dont notre cerveau est constitué. Parce que historiquement, nos ancêtres réfléchissaient peut-être de façon différente. On nous apprend à penser de façon linéaire, penser de façon systématique, alors que souvent dans nos civilisations, comme dans la civilisation chinoise, on pense de façon circulaire. Et le temps n'a pas la même valeur que dans le monde occidental. Donc il y a beaucoup de choses à voir là, mais pour avoir la confiance en soi, il faut avoir la connaissance de soi et lier les deux. Merci Eric Béanzin pour cette
cette information que je connaissais, mais qui dite de la façon dont tu l'as dit, était extraordinaire. Voilà, je voulais partager ça avant que tu me poses la prochaine question. Ben, écoute, merci. Et d'ailleurs, je mettrai les liens tu as parlé de LinkedIn tout à l'heure. Je mettrai également tous les liens que tu vas m'envoyer. Comme ça, si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment continuer à vous former et à en savoir plus par rapport à la prise de parole en public, cliquez sur les liens et allez voir. Parce que moi, récemment, je suis allée voir votre compte Instagram, toi et ta femme. Alors là, franchement, comment est-ce que je peux dire ça? C'est magnifique. Merci. Déjà, lorsque vous êtes tous les deux en fait dans les lives, la richesse en fait de la discussion, mais il faut vraiment l'entendre pour comprendre de quoi je parle. Donc, allez voir au moins leur compte Instagram et vous allez voir de quoi je parle. D'ailleurs, j'avais vu à un moment donné, juste pour la petite parenthèse, il y avait, je pense pas que c'était l'année dernière, mais c'était c'était peut-être en 2021 lorsque je t'ai rencontré. Et je suis allée voir, je suis allée jeter un petit coup d'œil sur le compte Instagram. Et ta femme, franchement, alors le storytelling. Tout à l'heure, tu parlais de Michelle Obama. Moi, je pensais que tu allais parler de ta femme. Franchement, le storytelling. Alors là, elle avait raconté une histoire d'une petite fille, d'une dame avec sa fille, mais je m'en souviens toujours en fait. Oui. C'était tellement puissant en fait, c'était pour illustrer une des idées qu'elle avait développées et elle avait partagé en fait cette histoire et l'histoire m'est toujours restée dans la tête. Donc allez voir leur compte Instagram. Merci beaucoup. Elle est exceptionnelle. Nadia est exceptionnelle. Elle est merveilleuse. Je la connais pas personnellement, mais en tout cas, franchement, par rapport à ce que j'ai vu, elle est merveilleuse. Allez voir. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre de ce couple-là. Donc, allez-y. Merci. Alors, Gilles, pour la prochaine question, en fait, jusque-là, on a parlé de la prise de parole en public d'une manière un peu générale. C'est-à-dire, on a parlé du fait que c'est essentiel, que c'est pas quelque chose qui est inné. Chez certaines personnes, peut-être que ça l'est, mais en tout cas, c'est une compétence qu'on peut développer au fur et à mesure du temps. Et là, en fait, j'aimerais qu'on soit un peu plus pratique, qu'on donne en fait quelques tuyaux. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en fait, juste quelques tuyaux basiques en fait par rapport aux personnes qui aimeraient commencer en fait à développer cette compétence. Juste quelques idées en fait, quelque chose que les gens peuvent commencer à faire en fait lorsqu'elles prennent la parole en public. Alors, je vais en donner quelques-uns, mais je vais commencer par répondre à une question qui me brûle la langue. Pourquoi est-ce essentiel? C'est essentiel de bien savoir prendre la parole en public parce que vous avez besoin d'exister. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, si vous ne savez pas prendre la parole en public et toucher émotionnellement le public auquel vous adressez, vous n'existerez pas. Vous serez transparent. Dans les réunions, on passera la parole aux uns et aux autres, on vous écoutera à moitié, puis on passera la parole à quelqu'un d'autre qui aura plus de présence que vous. Donc vous avez besoin d'exister. Pour être vu, vous avez besoin d'avoir une marque personnelle, et lorsqu'on parle bien, et surtout lorsqu'on touche les gens parce que on est authentique. C'est du show, la parole en public. C'est du show business, mais du show business authentique. J'insiste sur ce point-là. Parce que beaucoup de gens, en fait, lorsqu'ils ont les outils qu'on leur donne à travers la formation, vont faire du show pour être vus parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. C'est pas le lieu. Lorsque vous formez les gens, vous êtes là pour le public. Je suis là pour vous et non pas pour moi. Je peux être l'homme le plus brillant du monde ou le plus insignifiant du monde. Si je sais m'exprimer et vous transmettre un message, là, vous faites toute la différence parce que vous vous rappellerez de moi. Et donc, pour être vu, pour avoir une marque personnelle, pour impacter, transformer son écosystème, il est essentiel d'avoir les outils nécessaires. Et enfin, pour réussir professionnellement et simplement bien communiquer. Alors, quelques astuces. La première, c'est d'abord d'être authentique. Soyez vous-même, les autres sont pris, nous dit Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont pris. Si vous êtes quelqu'un de drôle, soyez drôle. Si vous êtes quelqu'un de sérieux, soyez simplement sérieux.
N'essayez pas de jouer un jeu. Vous apprenez à travers vos croyances, ce dont on a parlé tout à l'heure, à mettre des masques. Faites tomber les masques, bas les masques. Parce que de toute façon, on va vous découvrir. On va découvrir qui vous êtes vraiment. Peu importe que les gens vous aiment ou ne vous aiment pas, peu importe qu'on raconte des mensonges ou des balivernes sur vous, les gens finiront par savoir qui vous êtes si vous êtes vraiment authentique. Et ils finiront par un jour avoir même honte s'ils s'écartent de vous parce qu'ils auront cru quelqu'un qui leur raconte des balivernes. Parce qu'ils ne sauront pas comment faire pour revenir vers vous. Comprenez? Donc soyez authentique quoi qu'il arrive et renforcez votre mental. Si vous avez un mindset extraordinaire et que vous êtes honnête avec vous-même et avec les autres, rien ne pourra vous arrêter. Et votre prise de parole sera efficace, impactante. Ensuite, allez, suivez ceux qui vous inspirent, ceux qui sont des orateurs et des oratrices, peut-être surtout les oratrices parce qu'il y en a de plus en plus exceptionnelles. J'ai parlé de Michelle Obama, mais je pourrais parler de plein de gens. Je pourrais parler de beaucoup d'anglophones d'ailleurs. Je pourrais parler notamment de Oprah Winfrey. Je pourrais parler d'actrices. Mais je pourrais parler aussi de Denzel Washington, qui est un auteur extraordinaire. Ou je pourrais parler d'hommes d'affaires, paix à son âme, Steve Jobs, l'un des meilleurs orateurs de l'humanité, un des meilleurs storytellers que je connaisse. Je pourrais parler de mon ami, ancien collègue, Bill McDermott, qui a dirigé pendant plus de 10 ans, je crois, SAP, et qui est un orateur extraordinaire. Allez voir toutes ces personnes, ça va vous inspirer. Et voilà, l'authenticité, c'est le petit truc que je vous donne aujourd'hui. Et apprenez à être vous-même. On vous apprend tellement à mettre des habits, à mettre des masques qui ne sont pas vous. Ça pèse. Libérez-vous de cela et soyez vous-même, soyez authentique. Voilà ce que je peux dire pour répondre à ta question, ma chère Aïda. C'est magnifique, j'adore. J'adore ce que tu as dit parce que Merci. c'est vrai que de nos jours, en fait, les gens ont tendance à se cacher, comme tu dis, derrière des masques. Et par rapport à l'importance de la prise de parole, parce que tu avais dit un truc là, et ça m'a fait penser à Les Brown. Les Brown, en fait, je vais le paraphraser parce que je me souviens pas de la citation exacte, mais en gros, il avait dit ouvrez votre bouche et vous dites en fait qui vous êtes au reste du monde. En gros, dès que vous ouvrez votre bouche par rapport à la manière dont vous vous exprimez, les gens sauront exactement qui vous êtes. Donc, c'est pour ça que c'est important en fait de savoir comment vous présenter, comment prendre la parole d'une manière efficace et au lieu de jouer, enfin au lieu que ça joue contre vous. Donc, lorsque vous avez les techniques nécessaires, lorsque vous savez comment vous tenir, lorsque vous savez, comme disait Gilles tout à l'heure, ou regarder, parce que je me souviens, lorsque tu disais ça, en fait, je rigolais au fond de moi parce que au début, en fait, là, mon ordinateur est là-bas. Donc, si je regarde l'ordinateur, vous voyez que je regarde pas la caméra. Et la caméra est ici. Donc, j'avais du mal, en fait, à garder mes yeux sur la caméra. J'avais du mal à garder mes yeux sur la caméra. Je me trouvais parce que on a tellement l'habitude en fait de regarder les personnes auxquelles on parle, en fait, on les regarde dans les yeux. Du coup, moi, en fait, j'avais du mal à garder les yeux sur la caméra. Donc, déjà, ça, franchement, pour les gens qui ne le savaient pas, déjà, c'est très bien. Donc, je le disais tout à l'heure, Les Brown. Du coup, dès que vous ouvrez votre bouche, donc vous dites beaucoup de choses. C'est pas juste les mots que vous êtes en train de dire. Votre body language, votre manière de vous tenir, beaucoup de choses en fait vont traduire en fait la personne, votre personnalité aux personnes en fait qui vous écoutent ou qui vous regardent. Donc c'est très important de prendre en fait d'investir en fait sur des formations comme ça. Et aujourd'hui en fait j'ai fait appel à Gilles juste pour qu'il nous aide en fait, pour qu'il nous rappelle en fait l'importance de la prise de parole en public. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste pour ceux qui veulent devenir politiciens ou qui sont dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, pour cela, il n'y a pas d'autres options. Il faut savoir comment adresser, surtout pour les ventes, parce que Gilles a beaucoup parlé des ventes. Dans le domaine de la vente, la prise de la parole est primordiale. Si vous ne savez pas comment captiver les personnes qui vous écoutent, vous êtes déjà perdu.
Donc, Gilles, franchement, j'ai adoré cette discussion avec. Ouais. Je voulais juste, oui, je voudrais juste rajouter un point sur Les Brown, si tu le permets, Aïda. Les Brown, il va vous Bien dire, sûr. you have greatness in you. Oh, You have greatness in j'adore. you. You have stories to tell. Let it go. Let the story come out. Il est extraordinaire. Allez le voir, allez regarder ce qu'il dit. C'est extraordinaire. Et une petite anecdote, Les Brown, il a fait différentes choses. Il était dans la musique. Je crois qu'il a été même le manager d'un petit groupe qui s'appelle les Jackson 5. Mais en tout cas, il a fait beaucoup de choses dans la musique et il voulait parler en public. Et un jour, il était à une conférence. Il y avait quelqu'un, il y a peut-être 1000 personnes dans la salle. Il y a quelqu'un qui parlait et qui disait, I am who you want to be. I may not be the best speaker, but you paid to come and speak, to hear me speak. Among you, there are many people who would like to be who I am, but very few will become who I am. Donc, je suis qui vous voulez être. Donc, la personne disait à Les Brown et à 1000 personnes, you are who I would like, I am who you would like to be. I may not be the best speaker, but you paid to come and see me. Donc, je suis qui vous souhaitez être. Parmi vous, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être des orateurs publics. Je ne suis peut-être pas le meilleur orateur public, mais vous avez payé pour venir me voir. Certains d'entre vous rêvent de devenir des speakers. Et Les Brown, ce jour-là, s'est dit non. Ça fait des années que je dis que j'aimerais être orateur, il faut que je le sois. Et il a commencé à faire cela. Et aujourd'hui, il a une richesse immense grâce à la prise de parole en public. Il n'arrête pas de le faire, mais il le fait pas pour la richesse, il le fait pas pour l'argent. Il le fait parce qu'il aime transformer les gens. Et il a une générosité extraordinaire. J'ai quelques amis qui le voient régulièrement, mais il les aide. Il vient sur leur podcast. C'est extraordinaire la simplicité de ce monsieur. Tu sais, tu avais aussi parlé d'authenticité. Lorsque je pense à Les Brown, c'est quelqu'un, enfin, j'ai l'impression que la personne qu'on voit dans les vidéos, dans enfin, la personne publique, je pense que c'est la même personne en privé aussi. Et c'est quelqu'un, Absolument. enfin, je sais pas, il rigole, en fait, il se retient pas, en fait. Il s'exprime, mais vraiment, la manière de rigoler, j'adore. Bon, bref, allez voir Les Brown si vous savez pas de qui on parle. Mais Ça me fait rire. Gilles, oui. Non, j'allais juste dire que ça me fait rire ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand j'ai passé une journée avec Les Brown, il est tout le temps en train de rire. Il a un rire très profond, mais très vrai. Il est absolument authentique. Ouais. Donc, comme quoi, n'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre, comme l'avait dit Gilles. Restez authentique. Votre personnalité, on a besoin de la voir. Si vous décidez de vous développer en tant qu'orateur, enfin, dans la prise de parole en public, si un jour on vous voit à la télé, enfin, dans les vidéos, etc., qu'on voit la vraie personne, mais pas la copie de quelqu'un. Donc voilà, restez authentique. Alors, Gilles, on a parlé de la formation, donc tout au long, on a parlé un peu de la formation, mais est-ce qu'on peut prendre quelques minutes ici pour que tu nous dises en fait qu'est-ce que on peut, enfin bien sûr on va apprendre dans la formation à apprendre la parole en public, mais est-ce que tu peux nous donner quelques détails en fait pour qu'on sache à quoi s'attendre en gros par rapport à la formation? Tout à fait. Et je vais vous dire, je vous donnerai pas l'agenda parce que la formation que nous faisons a une structure qui ne correspond pas du tout à ce que vous avez appris à l'école ou à l'université. Il y a une structure totalement pas novatrice parce que d'autres personnes le font. On l'a appris auprès de Tony Robbins notamment. Tony Robbins, il tient quelqu'un dans son cours pendant 40 à 50 heures et les gens ont plein d'énergie. Mais il n'y a pas d'agenda. Il n'y a pas d'agenda. Et pourtant, les gens suivent le cours et apprennent énormément et se transforment. OK? Mais les choses que vous apprendrez, c'est d'abord la prise de parole en public. C'est l'une des plus grandes peurs de l'humanité. Et dans le monde francophone en particulier, on apprend à un enfant déjà au bas âge à avoir peur de prendre la parole en public. On lui dit tais-toi systématiquement. Alors que dans le monde anglophone, on l'aide à s'exprimer. Donc, il y a des éléments, on a parlé des croyances qui font que vous êtes plus ou moins enclin à vous exprimer en public. Moi, plus jeune, j'étais très timide. Les gens ne croient pas souvent aujourd'hui, mais j'ai été très timide. Je reste quelqu'un d'assez réservé d'une façon générale.
Mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui de pouvoir m'exprimer avec verve, avec emphase, et puis d'avoir cette authenticité qui fait que je touche les émotions des gens. De savoir jouer de ma voix pour pouvoir avoir différentes émotions à différents moments. Donc, si vous avez des freins, venez suivre le cours à la prise de parole en public. Si vous vous posez des questions, si vous êtes tout le temps quelqu'un qui, comme Descartes, réfléchit et se dit « je dois le faire, mais ah oui, non, mais… » Ayez le courage, prenez le courage à deux mains, prenez un petit peu de vos économies s'il faut l'en prendre et inscrivez-vous pour venir suivre ce cours. Si vous voulez devenir comme une certaine dame qui nous avait dit lorsque vous viendrez à Abidjan en 2016, venez me voir parce que je suis très connu comme quelqu'un qui est dans la communication, mais j'ai une peur bleue de m'exprimer en public. Cette personne, je vais la nommer à la fin parce qu'elle me permet de le faire. Elle est venue suivre notre cours en février 2017 à Abidjan, puis elle est revenue à la deuxième séance que nous avons fait en mai 2017 à Abidjan. Elle a travaillé sur les outils qu'on a partagés avec elle. Et à la fin du premier cours, on lui a dit « mais toi, tu deviendras une speaker internationale ». Comme Nadia et moi, nous sommes un peu plus âgés qu'elle. En Afrique, on a le respect de l'aîné. À Mayotte aussi, je le sais. Elle ne s'est pas permis de nous dire ce qu'elle pensait. Mais à l'époque, elle pensait qu'on était complètement fous. Ces deux personnes que j'avais invitées dans un maquis d'Abidjan et à qui j'ai dit j'ai des problèmes d'expression orale et j'ai peur quand je prends la parole en public. Après un cours, ils me disent que je vais devenir une oratrice internationale, mais ils sont fous. Et 2 ans plus tard, quand elle est effectivement devenue une oratrice internationale, qu'elle était payée pour aller parler en public, on lui payait son avion souvent en première classe pour aller parler à des audiences de 10, 20, 100, 1000 personnes, elle a compris que nous avions vu en elle quelque chose qu'elle ne voyait pas elle-même. Et aujourd'hui, c'est l'une des oratrices les plus demandées, c'est l'une des femmes les plus impactantes, elle est souvent dans les classements où on dit que c'est l'une des Africaines qui change le monde. Elle s'appelle Nabou Fall. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons formé plus de 7000 personnes en Afrique seulement et plus de 20 à 25 000 personnes dans le monde à travers la prise de parole en public. 7000 personnes, mais sur d'autres formations aussi, 25 000 personnes. Et donc, nous avons un savoir-faire et nous utilisons des outils de neurosciences et de neuropsychologie qui vous permettent d'intégrer vraiment ce sur quoi nous vous formons et puis de l'utiliser de façon pérenne, à long terme. Voilà. 6, 7, 8 mai et 9 mai 2025 à Gorée. Aïda mettra les liens et n'hésitez pas à vous inscrire. Mais faites-le avant le 15 février parce qu'il y a une promotion particulière et vous pourrez bénéficier de tous ces outils qu'utilisent Barack Obama, Michelle Obama, Steve Jobs et bien d'autres, Tony Robbins, pour avoir de l'impact sur leur écosystème. Tu sais, lorsque tu parlais de la dame là que vous avez formée, ça m'a fait penser à Missy Elliott. Parce que récemment, en fait, j'avais vu en fait un podcast dans lequel elle parlait d'une crise d'angoisse en fait qu'elle avait eue juste avant un concert. Je me suis dit attends, Missy Elliott, crise d'angoisse. En fait, on voit des gens comme ça qui s'expriment pour elle. Bon, c'est le spectacle, mais je veux dire c'est la même chose. À être devant un public et faire quelque chose en fait, c'est pas facile. Du coup, lorsque j'ai vu que même elle en fait, parce que lorsqu'on la regarde, en tout cas, le persona ou le personnage en fait qu'on nous a présenté, elle a pas l'air d'être timide ou d'être réservée. On a l'impression que toute sa vie elle est comme ça, mais lorsqu'elle parlait dans ce podcast, donc de la personne qu'elle est réellement, c'est-à-dire d'une personne comme tout le monde, hein, donc qui a aussi cette peur-là. Toutes ces années en fait, avant de monter en public, avant de monter et aller faire son spectacle, en fait, elle avait des crises d'angoisse. Donc, si vous êtes là à vous dire, bah moi non, j'arrive même pas à dire un mot lorsque je suis devant un public, bah, encore une fois, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler. Et comme Gilles a dit, il y a la formation qui vient, donc n'hésitez pas. Pour moi, investir sur des formations comme ça, c'est un investissement qui va vraiment, enfin, déjà, vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous-même parce que, comme on l'a souligné, la connaissance de soi, c'est quelque chose de très important. Donc, dans la formation, vous allez apprendre à mieux vous comprendre et aussi donc à vous libérer pour pouvoir aller vers vos rêves, courir vers vos rêves parce que je suis sûre que, comme tout le monde, comme moi, vous avez des rêves en tête et peut-être que c'est ça
la prise de parole en public qui vous bloque. Donc, n'hésitez pas. Je mettrai toutes les informations que Gilles va m'envoyer. Je les mettrai dans la description. Donc, n'hésitez pas, cliquez dessus et allez dans la formation. Voilà, donc Gilles, juste une dernière chose avant de finir la séance. En fait, j'adore les livres. J'adore lire et je sais que toi aussi. Donc, est-ce que tu peux nous dire quel est ton livre préféré et pourquoi? Est-ce que tu me permets de faire une exception? Je vais non pas parler d'un livre préféré, mais de plusieurs livres. C'est encore mieux. Super. Alors, l'un des livres que je préfère, c'est Le Prophète de Khalil Gibran. Parce que c'est un livre spirituel. Et je fais une différence entre un livre religieux et un livre spirituel. Les livres religieux, c'est la Bible, le Coran, la Torah, la Bhagavad Gita et d'autres livres. Le livre de Khalil Gibran, c'est un livre philosophique, c'est un livre spirituel qui vous donne en fait de l'inspiration et des aspirations à d'autres choses auxquelles vous ne pensez pas forcément tous les jours. C'est un livre sur lequel on peut revenir maintes et mille fois. Ensuite, dans le même ordre d'idées, dans un livre qui inspire à aller plus loin, il y a le livre de Hermann Hesse, Siddhartha. C'est un très très beau livre, c'est un roman. C'est l'histoire d'une personne qui fait un chemin spirituel dans la vie, avec les obstacles que la vie lui apporte. Mais vraiment, c'est un superbe livre de Hermann Hesse. Il y a ensuite des livres dans le domaine du business qui m'intéressent et qui me passionnent, notamment les livres de Spencer Johnson. D'abord, Who Moved My Cheese? Vous pouvez le lire en 1 heure ou 2. Qui a piqué mon fromage en français? Who Moved My Cheese? The Iceberg is Melting, je crois que c'est un des autres livres qu'il a écrit et que j'aime beaucoup. Si vous voulez savoir comment est-ce que les gens créent de la valeur dans les entreprises, allez lire les livres de Jim Collins, notamment From Good to Great, de Jim Collins qui a publié aux éditions de Harvard, je crois. Voilà. Et il y a aussi des bandes dessinées qui sont superbes. Et je finis de lire en ce moment, ça fait longtemps que je lis par petits bouts. Un livre qu'une très très chère amie nous a conseillé il y a 2 étés quand on était chez eux, et je pense à elle en ce moment. Et c'est un livre qui s'appelle Le Monde sans fin de Jankovici et Blaine. Le Monde sans fin, c'est en fait une bande dessinée qui explique en fait le monde et qui explique le monde à travers tous les éléments de science qui peuvent être intéressants, et qui l'explique de façon très rationnelle et très précise, mais avec beaucoup d'humour. Et c'est Jankovici et Blaine, Le Monde sans fin. Voilà, quelques ouvrages que je voulais partager avec vous. Sinon, bien entendu, la Bible, le Coran, et ces ouvrages-là inspirent énormément également. Super. Ben écoute, Gilles, merci beaucoup. Je vais tous les commander parce que déjà la spiritualité. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai dans mon livre. Je voulais pas parler de ça, mais bon, la spiritualité, en fait, ça m'impacte beaucoup. J'ai eu en fait mon éveil spirituel il y a à peu près 3 ans et c'était très violent, si je peux dire. Donc en fait, c'est ça qui m'a inspiré justement à travailler sur mon livre. Et d'ailleurs, c'est un recueil de poésie, des poèmes. J'en ai toujours écrit depuis l'université, mais là en fait, j'ai trouvé que depuis mon éveil spirituel, en fait, c'était plus des messages en fait, des downloads comme on dit qui me venaient. Du coup, je me suis dit bon, je peux pas garder ça que pour moi. Bien sûr, il n'y a pas que ça dans le recueil. Je parle d'autres choses aussi, mais je dirais 70% en fait des poèmes sont des poèmes sur la spiritualité. Donc, merci d'avoir partagé tous ces livres. Je vais les commander et les lire. Donc, merci Gilles. Tu nous diras quand ton livre est publié qu'on puisse l'acheter. D'accord, j'y manquerai pas. Alors Gilles, je vais pas trop te retenir parce que je sais que tu as beaucoup de choses à faire et que aujourd'hui, franchement, encore une fois, je reste honorée en fait par ce geste, sachant que tu as beaucoup de choses à faire. T'es un homme very busy comme on dit en anglais. Donc merci beaucoup Gilles et à très bientôt. Merci beaucoup Aïda, à très bientôt et merci à ton public.